Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 8h14 sur Sud Radio, l'invité du petit déjeuner politique. Tout de suite, c'est Aurélien Saint-Toul, député LFI des Hauts-de-Seine. Bonjour Aurélien Saint-Toul. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La réforme des retraites, la guerre en Ukraine, les tensions au sein de la France insoumise et puis la droite qui veut modifier la loi de 1905 sur la laïcité pour préserver les crèches. On va développer l'ensemble de ces sujets, mais d'abord, forcément, on va parler de cette grève, la grève de la SNCF. À l'issue de la réunion avec les syndicats hier soir, la direction a fait un geste en proposant une indemnisation finalement élevée de 600 €. Elle passe à 720. 200 embauches également. Dans ces circonstances, la grève des contrôleurs est-elle toujours aussi légitime selon vous ? Écoutez, moi d'abord, je suis pas un super délégué syndical. Je suis pas là pour commenter les propositions ou les négociations d'une manière générale. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'abord rappeler qu'est-ce que c'est que la grève. La grève, c'est un arrêt de travail justifié par le fait que ceux qui s'arrêtent veulent montrer qu'ils sont utiles à la société. Et là, ils ont donné la démonstration que sans eux, ça ne tourne pas. Donc, premier point. Deuxième point, c'est... je vois bien les problèmes que ça pose pour les usagers. Je comprends que beaucoup de personnes vont avoir leurs vacances amputées. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi la direction a mis autant de temps à accepter l'idée d'ouvrir des négociations, de faire des propositions ? Pour vous, la direction est responsable de ce qui se passe ? Manifestement, on ne se met pas en grève de gaieté de cœur. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui se mettent en grève, c'est des gens qui travaillent d'habitude pendant Noël. Donc, c'est intéressant de se rappeler qu'en réalité, ces gens-là sont utiles, tellement utiles que, oui, à un moment ou à un autre, quand ils engagent un rapport de force, eh bien, ils obtiennent des choses. De la même façon, il n'y a pas que la direction, il y a le ministre des Transports. Il a mis très longtemps avant de s'engager et dire que finalement la SNCF devait faire quelque chose. Sans doute qu'il avait peut-être un peu trop la tête à déjà organiser sa campagne pour les... Bruno Le Maire aussi a tapé du poing sur la table hier matin sur Sud Radio à ce sujet. Voilà, le troisième point qui me paraît important, c'est est-ce que les grévistes ont d'autres moyens légaux ? Parce que ceux qui critiquent la grève, peut-être qu'ils voudraient voir faire une grève de la pince, une grève des contrôles, que ce soit gratuit. Mais alors là, je dis pourquoi pas ? Mais ça, c'est illégal. Donc moi, je vais prendre l'initiative, là, en janvier, je vais déposer un texte pour rendre ça légal. Comme ça, on n'arrivera plus à cette situation-là, et plus personne ne sera tenté de parler de prise d'otages, etc. Mais au moins, il y aura une clarté sur le rapport des forces et sur la possibilité de faire la grève. Écoutez, il y a eu des mouvements de grève de ce genre, des contrôleurs qui disent nous assurons la sécurité des personnes, par contre, nous ne contrôlons pas leurs billets. Eh bien, si vous faites ça, évidemment, personne ne vous en veut. Vous avez un rapport de force avec votre direction, mais ça, aujourd'hui, c'est illégal. Donc, si les gens sont prêts à assumer ça, moi, je vais déposer. Vous allez le déposer ? Moi, en janvier prochain, je déposerai une proposition pour rendre cette stratégie de grève légale. Je pense que c'est une bonne chose. En attendant, il faut dire que les contrôleurs avaient déjà obtenu un certain nombre de choses de la part de la direction, notamment ces 2 primes de 600 €. Tous les Français n'ont pas cette chance, tout de même. Non, mais alors... La question est de savoir si c'est une chance ou pas d'être payé pour son travail. Il y a 2 points. D'abord, encore une fois, je vous dis, moi je suis pas un super délégué syndical pour commenter les avancées, les négociations. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je fais une différence énorme entre la prime et le salaire. Ce que veulent les gens, c'est être payés pour leur travail et non pas qu'on leur donne des miettes. Peut-être que ce qui est encore présent dans la SNCF, c'est la capacité des agents de faire le distinguo entre être rémunéré pour son travail ou être pris pour un pigeon, passez-moi l'expression, et quand on vous distribue des miettes. En l'occurrence, la prime, c'est 38 €, c'est une prime, 38 € par mois, et qui ne représente rien pour de la cotisation, pour les départs à la retraite, etc., etc. Donc, on comprend en réalité que on est dans la même situation que face au gouvernement. Moi, au Parlement, avec mes collègues de la France Insoumise... Là, en l'occurrence, le ministre de l'économie disait que ces contrôleurs avaient bénéficié d'une augmentation de salaire de 6% en 2021, de 6% de nouveau cette année. Oui, alors... Là, on parle de salaire. Mais allons-y. Mais dans ces cas-là, rentrons directement au fond des choses et parlons de l'inflation. La réalité... c'est que si vous avez des gens qui aujourd'hui se mettent en grève, c'est parce que le pays est en situation d'urgence sociale terrible. Moi, j'ai visité le Secours populaire dans ma circonscription la semaine dernière. En un an, le nombre des bénéficiaires a multiplié par 7. Donc, tout ce qui est autour, c'est de la mousse. Le vrai sujet, c'est pourquoi on ne décrète pas dans ce pays l'état d'urgence sociale. C'est ça dont il est question. Bien sûr, là, vous avez un phénomène qui cristallise l'attention. Mais moi, ce que je demande à Bruno Le Maire et au gouvernement, c'est aujourd'hui décréter l'état d'urgence sociale. Arrêtez de vous préoccuper de cette réforme des retraites dont les Français ne veulent pas et engagez tout de suite des moyens importants
pour bloquer les prix, augmenter les salaires? Parce que tous ces sujets-là ne sont pas abordés. Donc vous demandez l'urgence sociale. Est-ce que vous soutenez par ailleurs la poursuite de cette grève? Encore une fois, moi je commente pas les choix des organisations syndicales ni des salariés. C'est important pour un parti comme la France Insoumise aussi de se positionner sur un conflit social comme celui-ci, non? Moi je fais partie de ceux qui soutiennent le rapport de force. Quand des salariés considèrent que leur situation est telle qu'ils ne peuvent pas vivre, bien sûr je soutiens les grévistes. Bien sûr que je soutiens les grévistes. Mais si vous voulez, je vais pas dire à quel jour il faut s'y mettre, par quels moyens, etc. C'est pas mon rôle. Eux, ils ont choisi un moyen, ils ont choisi une méthode légale. Je vous dis, en tant que législateur, puisque je suis député, je vais faire une démarche en janvier la colère des Français pour permettre de choisir d'autres stratégies. En tout cas, vous soutenez ces grévistes, peu importe la colère des Français. Mais je crois que les Français partagent en fait la colère. Aujourd'hui, ils en pâtissent peut-être pour ceux qui voulaient partir en vacances. J'imagine. Mais si vous voulez, quand je vous parle d'état d'urgence sociale, ce qui me paraît le plus important d'avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui dans ce pays, le salaire médian c'est 1789 euros. 1789 euros. Si vous habitez en petite couronne parisienne, vous payez 30 mètres carrés, 35 mètres carrés pour 850 euros, quasiment. Est-ce que vous imaginez que en fait le vrai sujet dans ce pays social, il est pas là, il est pas. Est-ce que on est capable de vivre de son travail? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour des pans entiers de la société et pour quasiment la moitié de la société. Est-ce que le sujet, c'est pas aussi que les syndicats ont été totalement dépassés et n'arrivent pas justement à Alors ça, c'est une des grandes leçons peut-être qu'il faudra retenir. À donner la parole justement à ces... Alors, est-ce qu'ils ne réussissent pas à donner la parole ou est-ce qu'à l'inverse, c'est le gouvernement qui a affaibli le syndicalisme, qui a sapé les bases du syndicalisme et de leur représentation pour qu'aujourd'hui, il manque d'un interlocuteur? Vous savez, c'est un délégué de Sudrail, je crois, qui disait ça. 70% des élus et du personnel qui étaient syndiqués et qui avaient des fonctions de représentation a disparu après les lois travail, les lois Pénicaud en 2017. Le gouvernement a consciencieusement, méthodiquement sapé la situation des syndicats. Donc aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils cherchent des interlocuteurs, ils sont débordés peut-être, mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est ça le fait. Emmanuel Macron veut réfléchir à un cadre pour assurer la continuité, je cite, des services publics en toutes circonstances. On a déjà le service minimum, mais il oblige seulement à se déclarer 48 heures avant. Il y a l'exemple de l'Italie qui est donné, l'Italie où là-bas l'interdiction des grèves est faite pour les jours de fête. Vous êtes résolument opposé à une telle mesure? Non seulement j'y suis résolument opposé, mais je pense que de toute façon, il trouvera le Conseil constitutionnel face à lui. Son projet n'est pas constitutionnel. Le droit de grève est reconnu dans la Constitution, c'est un droit fondamental et c'est un vieux fantasme de la droite réactionnaire que de revenir sur ce droit. Nicolas Sarkozy a grignoté avec sa loi sur le service minimum et en fait, année après année, pas après pas, il cherche à obtenir ça. Donc évidemment, si Emmanuel Macron se lançait dans cette bataille-là, il trouverait face à lui des organisations syndicales, à mon avis, extrêmement unies et un front social dans lequel, évidemment, une organisation comme la mienne... Vous saisirez le Conseil constitutionnel dans ces cas-là? On fera notre travail dans la matière. Récemment, on a eu une victoire au Conseil constitutionnel, un sujet sur la téléconsultation. Donc on fait notre boulot. Je m'étouffe, excusez-moi. Pas de souci. On va vous apporter un verre d'eau. Sur la téléconsultation, on a la possibilité. Le gouvernement voulait que les téléconsultations ne soient pas remboursées en cas d'arrêt de travail. Eh bien, que les arrêts de travail par téléconsultation ne soient pas remboursés, ça n'était pas constitutionnel et c'est grâce aux députés de la France Insoumise que le Conseil s'est prononcé. Aurélien Saint-Toul, député LFI des Hauts-de-Seine sur Sud Radio, 8h23, la pagaille qu'on vit un petit peu en ce moment. Finalement, est-ce qu'elle n'annonce pas ce qu'on va vivre aussi au mois de janvier avec cette réforme des retraites qui va être présentée au 10 janvier? Vous serez pleinement mobilisé, notamment dans la rue? Par tous les moyens que choisiront les organisations syndicales. Nous, il y a déjà une marche qui est programmée le 21 janvier à l'appel des organisations de jeunesse. C'est une très bonne chose en réalité que la jeunesse ouvre la marche, si je puis dire. Quoi qu'il arrive, évidemment, en fait, 78% des Français sont contre l'idée d'une réforme des retraites. Il y a quelque chose qui est très frappant dans cette affaire, c'est que en gros, à chaque quinquennat, vous avez un gouvernement qui arrive en vous expliquant que la réforme est indispensable et que sinon, on va tous mourir. Mais à un moment, ça ne prend plus.
Pourquoi, dans ces cas-là, ne pas faire le bilan des réformes précédentes et nous expliquer pourquoi ça n'a pas sauvé à chaque fois? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout nécessaire pas du tout. de mettre en place une réforme Conseil d'orientation des retraites, le corps, a sorti un rapport où il le dit. Il dit on va avoir une petite période de déficit, mais le solde naturel va se passer ça va se passer de telle façon que les personnes vont mourir, le nombre des personnes qui vont mourir va être tel que le système reviendra à l'équilibre après. Donc, ce qui est évident pour nous, ce qui est très clair maintenant, je crois, pour la plupart des Français, mais la population vieillit aussi de plus en plus. Bien sûr. Ouais. Et donc, ce qui est très clair aujourd'hui pour les Français, c'est que cette idée de réforme des retraites, c'est un marronnier pour leur manger la laine sur le dos. Voilà, tous les 5 ans, on revient, on explique que c'est très grave et que ça va devenir encore plus grave et que ce qui a été fait en fait auparavant n'était pas suffisant. Alors c'est les mêmes qui gouvernent, c'est les mêmes qui s'applaudissent en disant ah là là, on a sauvé le système des retraites, et 5 ans après, ils reviennent quand même avec la tête enfarinée. Les syndicats n'avaient pas été présents lors de votre précédente marche. Vous appelez à vous rejoindre justement sur la marche du 21 janvier? Alors c'est pas notre marche, c'est une marche des organisations de jeunesse à laquelle nous on apporte notre soutien. Donc j'imagine que les organisations de jeunesse et les syndicats sont en discussion et que les syndicats pourront avoir envie de participer. Nous, on avait lancé une proposition de marche sur la question de la vie chère en général. Je vous ai dit, 1789 € le salaire médian dans ce pays, ça permet pas vraiment de vivre. En tout cas, du côté du Parlement, même en cas de blocage, le gouvernement pourrait passer par un nouveau 49.3 sur cette réforme des retraites à l'aide d'une loi de finances rectificative. Ce sera un déni de démocratie dans ce cas-là, Aurélien Saint-Toul? Incontestablement, vous imaginez. Ça faisait partie du programme d'Emmanuel Macron. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que Emmanuel Macron, s'il a un mandat de son élection, son mandat c'est de battre l'extrême droite et faire reculer l'extrême droite. C'est ça le vrai mandat qu'on peut attribuer à Emmanuel Macron. Au deuxième tour, personne n'a élu Emmanuel Macron sur un programme, qu'on se le dise. Vous auriez mis une chaise face à Marine Le Pen, c'était la même chose. Donc, aussi longtemps qu'il ne s'engagera pas dans une lutte frontale contre l'extrême droite, on ne pourra pas dire qu'il est dans son mandat. Et pourtant, il y a bien des choses à faire. Les groupes violents d'extrême droite se sont pullulés ces derniers temps, et moi qui suis secrétaire de la Commission de la Défense nationale, je peux vous dire par exemple que le renseignement est très inquiet de ça. Ouais. Mais je ferme cette parenthèse. Je reviens sur la question de la réforme des retraites. Non, ça n'est pas son mandat. Deuxièmement, le PLFSS, qu'est-ce que c'est? Le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Quel est le rapport avec la choucroute? Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec les retraites. Donc, s'il veut engager une réforme des retraites, il a bien le droit d'essayer, mais par contre, il ne peut pas brider le Parlement et il ne peut pas choisir un véhicule qui lui permettrait, de passer par le 49.3 facilement, et de limiter la durée des débats. Non, nous sommes prêts à dire que s'il veut une bataille parlementaire, il y aura une bataille parlementaire, elle se fera à la loyale. Sur le 49.3, vous avez vu que c'est le numéro qui a été floqué sur le maillot de la Première ministre, offert par ses équipes. Ça vous inspire quoi, ça ? Ça m'inspire une forme de dégoût parce que c'est caractéristique de l'arrogance en réalité de cet exécutif à l'égard du pays, à l'égard aussi des représentants de la nation que nous sommes. Le 49.3, c'est pas, excusez-moi, un concours à celui qui pisse le plus loin. On n'est pas dans un rapport. On ne doit pas avoir ce rapport entre le gouvernement et le Parlement. Nous sommes élus, nous avons une légitimité totale à faire la loi. Et quand le gouvernement se frotte les mains et se fait fort de passer par-dessus le Parlement et qu'il s'en réjouit aussi de façon aussi grossière, eh bien, en réalité, il y a un problème de démocratie. Je souligne que dans ce pays, on a vécu pendant quelques heures dans un régime qui n'était absolument plus démocratique lors de la niche. Lors de la niche parlementaire des Républicains, puisque le gouvernement a pris la parole et a amendé jusqu'au dernier moment. J'ai fait une petite vidéo là-dessus si vous êtes curieux, mais il y a eu un moment où, dans ce pays, normalement, l'initiative des lois revient d'abord au gouvernement, mais aussi parfois au groupe parlementaire. Et le gouvernement a empêché un groupe parlementaire de faire son travail, et il a empêché une majorité qui existait dans l'hémicycle de se former pour voter quelque chose. Donc vous voyez, quand l'exécutif contraint le législatif, eh bien, dans n'importe quel cursus de sciences politiques, on n'appelle plus ça une démocratie. Je laisse inventer le mot. L'actualité, Aurélien Saint-Toul, c'est aussi la guerre en Ukraine, député LFI des Hauts-de-Seine, je le rappelle, et puis vous êtes également, vous l'avez dit, un secrétaire commission de la défense nationale et des forces armées. Emmanuel Macron, qui continue de prôner le dialogue avec Poutine, selon lui, un traité de paix devra offrir des garanties à la Russie. Vous partagez cet avis, vous soutenez ici la position du président de la République? D'une manière générale, on peut dire que oui, on peut soutenir les formules d'Emmanuel Macron de ces dernières semaines. Ce qui est très frappant d'ailleurs, c'est que si on compare avec les prises de parole des membres de LREM au Parlement,
on n'est pas à 180 degrés, mais enfin, on a quand même un décalage très important entre ce que dit le président de la République et ce que disent ses troupes au Parlement. Moi, j'ai été très frappé de ça parce que lors du vote sur la résolution que LREM a voulu faire adopter à l'Assemblée nationale, nous avons dit que nous étions d'accord sur le principe, mais pas sur les moyens. Vous aviez une rhétorique jusqu'au boutiste et à la limite quasiment belliciste, et nous disions, nous comprenons absolument que nous ne voulons pas d'une victoire russe, nous avons une solidarité totale à l'égard du peuple ukrainien, mais l'idée que la guerre à tout prix et la victoire à tout prix de l'Ukraine par tous les moyens, il y avait quelque chose d'indécent, parce que ce que je disais, c'est que être généreux du sang des autres, ça ne me paraît pas exactement une ligne. En tout cas, la situation est plutôt inquiétante entre Zelensky aux États-Unis, les États-Unis qui continuent à pousser avec ses ventes d'armes, les déclarations de Vladimir Poutine. La suite est plutôt inquiétante. De toute façon, depuis le début, oui, nous sommes sur une ligne de crête. Il est évident que l'engagement... Aujourd'hui plus que jamais Pas plus que jamais. Je crois que les premiers jours de la guerre ont été particulièrement inquiétants. On a la menace nucléaire qui a été brandie d'une façon inattendue parce qu'elle non conforme à la doctrine traditionnelle de la Russie. Donc on a vécu des moments où il y avait une grande incertitude. Aujourd'hui, je crois même que d'une certaine façon les positions se sont éclaircies. Donc je crois pas qu'il faille brandir instrumentaliser l'inquiétude de la population, des populations sur ce sujet. En revanche, oui, la situation est très violente et très dure pour le peuple ukrainien qui continue à souffrir. Ça, Aurélien Saint-Toul, on s'intéresse aussi à la France insoumise. Est-ce qu'elle se porte bien? Votre parti a été secoué par l'affaire Adrien Quatennens. De nombreux jeunes insoumis réclament son exclusion définitive. Comment on se sort de cette impasse? Ça semble être une impasse. Je crois pas que ce soit une impasse. Je crois juste que on a des personnes qui se font entendre par des canaux qui ne sont pas traditionnels. D'habitude, les organisations ne lavent pas leur linge sale en public, etc. Moi, ce que je crois intéressant surtout dans cette affaire, c'est que il faut prendre un peu de hauteur et s'élever au niveau des principes et se demander quels principes ont été mis en balance. Parce qu'il y a différents principes qui peuvent être mis en balance. Il y a le principe d'exemplarité qui est revendiqué par certains. Exemplarité qui, à mon avis, n'est pas la même chose que l'infaillibilité. Mais bon, un principe d'exemplarité. Et en même temps, il y a d'autres principes auxquels on est tout autant attaché, qui est la réhabilitation ou la possibilité de rachat des fautes, enfin de rachat des fautes. Quand on s'est rendu coupable, on est fautif, on a la possibilité de se racheter, on paye sa dette à la société, on paye sa dette y compris à ses camarades, si je puis dire, et donc on n'est pas condamné à perpétuité, on porte pas sur soi la charge de la faute toute sa vie. Donc, ce sont des principes qui ont une valeur très forte, les deux, l'exemplarité, cette possibilité d'être... Donc, un retour de sa part ne vous a pas choqué, ne vous choque pas? Non, moi je pense que d'une manière générale, on a abouti à une solution qui cherchait à préserver ces deux principes et à les faire progresser ensemble. Quand vous avez la justice qui se prononce pour de la prison avec sursis, elle prend une décision de justice. Nous avons pris une décision politique en disant oui, Adrien Quatennens a bafoué les principes sur lesquels il s'est engagé. À ce titre-là, nous le sanctionnons politiquement. Est-ce que nous allons le sanctionner à perpétuité ? Non, je ne crois pas que ce soit la forme logique. Sinon, on bafouerait un de nos grands principes, qui est que les peines doivent être proportionnées aux fautes et qu'en plus, on doit pouvoir se racheter. Dernière question, Aurélien Saint-Toul, dans l'actualité, ce sont ces sénateurs LR qui veulent modifier la loi de 1905 sur la laïcité afin, je cite, de préserver les crèches et les traditions immémoriales de la nation. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Qu'est-ce qui vous inspire? Je trouve ça un peu ridicule. Moi, quand j'entends des gens qui parlent de la laïcité en permanence et qui finalement au premier coup de vent se disent que ah non mais vous comprenez, la loi de 1905 elle est pas si parfaite que ça, ça me fait doucement rigoler. Quand je vois des législateurs s'occuper des crèches plutôt que du salaire médian qui est à 1789 €, et ben je trouve que ils sont à côté de la plaque. Et troisièmement, je vois bien que ceux qui font ce genre de choses, en réalité, quand ils parlent de laïcité, ils pensent juste à la laïcité pour persécuter les musulmans. Donc ça me fait moins rigoler en revanche. Mais voilà, on a affaire à des gens qui sont dans la posture et qui cherchent à exister médiatiquement. Honnêtement, j'ai pas envie de perdre de temps avec eux.
ils ont aucun avenir, quoi. Aurélien Saint-Toulon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, député LFI, donc des Hauts-de-Seine. Bonne journée à vous. Et puis, bonne fête de fin d'année, 8h34 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec la revue de presse de Maxime Trouleau, puis nos débats, bien sûr, avec Guillaume Migaud et Eric Nolot. Tout de suite sur Sud Radio.